Bonjour Marcel Raymond. Bonjour. Merci de nous accueillir pour cette interview. Donc nous sommes ici à Évian, dans ta deuxième résidence. Et bien que suisse, tu as un lien très fort avec l'église réformée du Chablais. Pourquoi as-tu accepté cette proposition de reportage? Pour moi, ça répond à ce que j'ai promis au départ de ma vie avec Dieu, de témoigner. Et je trouve assez fascinant de me dire qu'à 85 ans, voilà, je témoigne devant des caméras. C'est impressionnant comme la vie se passe. La deuxième envie, c'était de refaire moi-même mon parcours pour en découvrir les liens, un peu la logique, que j'ai pas vu tout de suite. Ce qui m'intéresse, c'est quand même de voir si je suis pasteur, prédicateur, de pouvoir dire ce que je vous dis, je l'ai vérifié par des faits concrets. Et pas seulement de la parlotte, c'est des faits que j'ai vécus et je peux vous les aligner les uns après les autres, comme je le ferai d'un bonus par exemple. C'est impressionnant. Dans un de tes écrits, nous retrouvons souvent un slogan qui t'est cher, « Choisis la vie ». Alors ce slogan, d'où vient-il et comment te parle-t-il? J'ai choisi ce slogan un peu comme quelque chose qui est revenu souvent dans ce que j'ai dit. Et je me dis, ben voilà, oui c'est ça. C'est ça, et ça commence très tôt, à 3 ans et demi, face à mes parents qui étaient en divorce, et dans un garage, enfermé avec ma sœur, je revoyais un ray de lumière, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, et qu'est-ce que je vais devenir? Et là, j'ai senti l'énergie, oui, je vais sortir de ça, et je vais choisir ma vie. Je vais la construire. À partir de ça, je vois que tout au long de ma vie, c'est revenu ces moments où à la fois je suis enfermé dans une situation difficile et à la fois je dis maintenant stop, je choisis la vie et je ne vais pas me laisser prendre par ce qui se passe. J'ai dit intérieurement maintenant c'est leur affaire et moi je fais ma vie. Maintenant, à 16 ans, je me vois encore avec mon vélo. Parce que là, je suis ado, je décide de m'en aller. Je laisse les parents où ils sont et je vais gagner ma vie en étant domestique de campagne. Je pourrais vivre indépendant. À cette époque-là, je voulais être paysan parce que ça me correspondait. C'est dans la nature que j'ai repris le sens de ma vie et c'est dans la nature que je sentais la force et le concret qui me va bien. J'ai voulu me former complètement. J'ai fait 2 ans d'école d'agriculture. Je trouvais qu'en Suisse, l'agriculture était un peu en retard avec ce qui se passait dans le monde. Je suis allé au Canada. Alors Marcel Raymond, quels ont été tes choix de vie? Et pour commencer, je vais te poser la question, d'où parles-tu? Afin de connaître tes origines familiales et sociales. Quand j'étais dans le garage, à me demander ce que je vais faire, j'étais à Genève. Et à Genève, c'est aussi là où mes parents et grands-parents ont construit une usine qui était une tuilerie. Et ce que j'aime bien chez mes grands-parents, c'est qu'ils ont eu l'audace de sortir de leur village d'Yvonand pour aller à Genève et construire une usine, puisque c'est là où il y avait un certain mouvement. La difficulté, c'est qu'au moment où je nais, en 1933, c'est le moment où les entreprises faisaient faillite et celle de mon grand-père aussi. Si bien que quand ma mère a vu qu'il n'y avait plus assez d'argent pour faire toute la grande vie qu'elle voulait, ça a commencé à faire des éclats.
après, mon origine, je me sens lié à Yvenan parce que c'est là où la famille est établie depuis 1400. Donc, j'ai un lien, c'est là où j'ai retrouvé un petit peu une vie de société. Où était Yvenan? Yvenan, c'est près d'Yverdon, au bord du lac. Et c'était amusant parce que j'y ai gardé des souvenirs forts qui ont fait que plus tard, quand j'ai choisi une paroisse en Suisse, j'ai choisi Yverdon parce que c'était près d'Yvenan. Je pense que j'ai été marqué par la manière de mes parents de à la fois prendre la distance par rapport à l'Église officielle, avoir leur propre spiritualité. Mon père, qui a vu ses 2 frères et sœurs mourir de tuberculose, a choisi la science chrétienne. Et il est devenu un membre important de la science chrétienne qui dit la maladie, c'est une question de mentalité. Si on change sa pensée et qu'on reste bien dans le fait que Dieu nous a fait parfait, pas besoin d'aller chez le docteur ni à l'hôpital. Ce qui n'a pas empêché, à la fin de sa vie, de finir ses jours à l'hôpital. Ma mère était plus dans une religion plutôt théosophique. Et les diseuses de bonne aventure, ça l'intéressait. Moi, j'ai pas pris ça, d'autant plus qu'à la fin de sa vie, elle était toujours à attendre le prince charmant, et il n'est toujours pas venu. À la sortie de ton enfance, Marcel Raymond, quel a été ton projet de vie? Comment sont nées ta sensibilité et ton esprit paysan? La première chose qui m'intéressait, c'était de quitter mes parents. En plus, comme face à leur conflit, je m'en allais, j'allais me promener dans la nature. C'est dans la nature que j'ai retrouvé mon équilibre. Quand, à 16 ans, j'ai quitté et j'ai pris un travail indépendant, pour moi, c'était normal d'aller dans cette direction, d'autant plus que, par héritage, je pouvais avoir un domaine, le domaine de la famille, qui était là depuis des siècles. En sortant de l'école, je décide de gagner ma vie et d'aller à l'école d'agriculture de Marcelin, 2 ans. Et j'ai beaucoup apprécié. Je suis sorti 2e sur 80 élèves. Ensuite, je voulais toujours en savoir plus sur être bon paysan et je vais au Danemark parce que c'était un pays qui était d'avant-garde. Et là aussi, je suis dans une ferme, j'apprends. Et l'hiver, comme il n'y a pas de travaux dans les champs, je vais dans une école internationale populaire, qu'elle s'appelle. Ça veut dire que c'était une école humaniste, où on prenait les enfants qui se cherchaient un peu et qui pouvaient apprendre ce qui leur plaisait. Et là, j'ai, entre autres, appris l'anglais, ce qui m'a servi pour la suite. Et j'ai entendu un professeur athée qui disait tout le bien de l'humanisme qu'il connaissait. Et ça m'a frappé, ça m'est toujours resté, qu'on pouvait être humaniste et que c'est intéressant, quelles que soient ses valeurs religieuses. La suite, c'est le retour en Suisse, parce que j'avais 20 ans d'école de recrue, comme toute jeune. Je choisis d'être sanitaire et de soigner plutôt que de tuer. Et là, 4 mois d'école, j'ai en fait appris surtout à marcher et à transporter. Je vois une personne qui s'évanouit et je ne sais pas que faire. Et alors, quand l'officier nous propose d'aller à l'hôpital faire un stage, je trouve ça sensationnel et je m'inscris 6 mois à la salle d'opération, à tout voir, être dans cette équipe qui travaillait jour et nuit, on n'avait pas d'horaire à cette époque,
et qui se donnait à fond pour aider les gens en difficulté. Et c'est à cette époque qu'il s'est passé quelque chose d'inattendu pour moi, c'est qu'en revenant à vélo, en y venant comme d'habitude, en passant dans une forêt, tout d'un coup, j'ai la sensation très forte de la présence de Dieu à côté de moi. Et je dis, oui, d'accord, je vais être ton témoin. Et je dis rien d'autre, c'est une décision intérieure, mais bien sûr avec la suite qui est de comment je vais continuer, me former, moi qui n'avais qu'une formation d'école primaire au départ. Ensuite, qui allait payer mes études, comment j'allais faire, tout ça, c'était devant moi. Et c'est à ce moment-là, en effet, que, comme je voulais de toute façon aller au Canada, j'y vais, et j'ai eu à nouveau une chance assez étonnante, c'est que pendant l'hiver, j'ai rencontré un Suisse qui m'a dit « Ah, tu sais le français et l'anglais, au Canada c'est important, je t'offre d'être dans un camp de bûcherons pour l'hiver, ça veut dire que tu y resteras, vous serez coupé du monde, et du coiffeur entre autres, et tu auras deux métiers, celui de bûcheron et celui de comptable. » Et avec ça, je suis rentré ensuite en Suisse avec 4 500 € qui m'a permis de commencer les études. Et les études pour faire le bac et la théologie. Donc, après tes études agricoles et tes différents stages à l'étranger, tu démarres une longue formation théologique de Lausanne à Montpellier, et entre-temps, ou en cours de formation, tu te maries avec Eliane. Quelles ont été les principales étapes de cette formation préparatoire à ta future mission de pasteur? C'était un temps magnifique, donc 10 ans, pour passer de simple écolier avec une maîtrise de théologie. Il a fallu que tu passes aussi ton bac, je crois. Oui, le bac, ça n'a pas été rien, parce que sur 17 personnes qui se présentaient, j'étais le seul à passer dans le temps. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je passe le bac et j'entre en faculté de théologie de l'État de Vaud. Et au bout de 2 ans, je me dis, j'ai pas été si loin, fait tellement d'efforts pour bachoter encore 2 ans pour être pasteur de paroisse. Et je quitte Lausanne, je me marie avec Eliane, c'était magnifique, on est parti en moto et on est allé jusqu'à Montpellier. Et pourquoi Montpellier? Montpellier, c'est parce que des copains y étaient allés, mais surtout pour trouver une église qui vit au milieu non seulement d'une population catholique et qui était minoritaire, donc, mais surtout qui vivait l'actualité qui était la guerre d'Algérie à l'époque. Et l'enseignement des professeurs de théologie, c'était pas simplement rester dans l'Ancien et le Nouveau Testament et dans l'Hébreu, mais c'était nous parler à nous, et en particulier aux collègues français mariés qui devaient partir pour l'Algérie. Et comment faire pour trouver sa voie là au milieu. J'ai gardé de ce temps beaucoup de plaisir d'un dialogue direct avec des hommes comme Crespi qui nous parlaient de la situation et essayaient de chercher ensemble une réponse aussi théologique à ce qui se passe. Rentrer en Suisse, je n'avais qu'une envie, c'est de terminer, de passer mon examen de théologie, d'être consacré et de pouvoir partir ensuite. Tu débutes ta mission de pasteur au Mozambique. Pourquoi ce projet de départ dans un pays si loin géographiquement et si différent culturellement? Comment avez-vous préparé votre départ, toi, Eliane, et les 2 enfants adoptés?
En fait, c'est différent, c'est bien ce que je cherchais. Et pourquoi le Mozambique? Parce que Eliane était liée à son beau-frère qui travaillait dans le département missionnaire qui s'occupait du Mozambique. Donc, c'était tout évident d'aller au Mozambique, d'autant que partir pour 4 ans, et en ayant appris d'abord le portugais, c'était beaucoup d'obstacles que d'autres candidats voulaient éviter. Où as-tu appris le portugais? Alors nous sommes allés à Lisbonne avec Jocelyne, c'était notre première enfant adopté. Et là, nous avons été à l'université, le but étant de nous immerger dans la société portugaise et de savoir comment ils réagissaient, sachant qu'au Mozambique, ce sont des Portugais et c'est à eux aussi qu'on devait s'adresser en premier lieu. Alors nous arrivons à la fin de notre séjour au Portugal et là on demande quand nous partirons et où. La réponse est on ne sait pas et on verra quand vous aurez le visa. En attendant, on adopte un deuxième enfant qui est Cédric, après Jocelyne, et nous sommes tranquilles à avoir confiance que tout pourra s'arranger. Ils avaient raison parce qu'en arrivant au Mozambique, on a vu que personne n'était prêt et que de toute façon, on avait l'habitude en mission de ne pas faire de projet parce qu'il y a tellement de choses qui empêchent les gens d'arriver à temps que il vaut mieux les attendre une fois qu'ils sont là. D'où aussi mon étonnement, en arrivant, on me demande de remplacer l'agronome du lieu qui s'appelle Louis-François. Donc me voilà propulsé le responsable du domaine, moi qui n'avais jamais cultivé du coton, ni fait de l'irrigation à la mode arabe, avec des petits canaux, et qui ne savait pas comment c'était une année dans ces lieux de Mozambique. Et tu ne connaissais pas la sécheresse que tu as connue au départ? Alors, c'est sûr, la première chose que j'ai rencontrée, c'est donc ce pays sans pluie du tout pendant 6 mois. Et quand je demandais aux gens quand est-ce qu'il y aura la pluie, ils disaient on ne sait pas. Et je vois qu'en effet, les 2 mois suivants, il n'y avait toujours pas de pluie. Et qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que je me suis posé la question, cette population a faim, comment sortir de ce cycle continuel de sécheresse, comment trouver à manger pendant les temps de sécheresse. Alors, j'ai regardé, et comme un Européen, j'ai dit Yaka. Yaka, planter des arbres, et j'ai dit aux Africains, vous voyez, là il y a des manguiers qui sont chargés de fruits, et pourquoi est-ce que vous ne plantez pas des manguiers, vous aussi? Vous auriez quelque chose à manger pendant ce mois de décembre-janvier qui est très dur pour vous. À quoi ils me répondent, ah non, on ne peut pas, parce que si on le fait, quelqu'un de notre famille va mourir dans l'année. Et je dis, mais vous voyez pas, là il y a des manguiers qui ont été plantés par le missionnaire. Oui, d'accord, mais pour nous, c'est tabou, et c'est peut-être bon pour lui, mais pour nous, ça ne va pas. Commençons par Antioquia. Alors, Antioquia, c'était donc le choc. Je suis dans un pays tout autre, avec une population différente, et sur le moment, je n'ai pas du tout approfondi cette question des tabous. C'est plus tard que j'ai compris de quoi il s'agissait. Là, il s'agissait d'entrer dans le pays, d'entendre mon collègue pasteur
essayait de m'expliquer ce que c'est que le pays, mais c'était en fonction de sa culture et non de la mienne, si bien qu'il ne répondait pas à mes questions. J'ai passé ce temps-là en pensant, heureusement, bientôt j'irai en paroisse à Manjakas. Deuxième étape. Deuxième étape, Manjakas, où j'ai eu cette chance d'être avec des chrétiens qui m'ont expliqué ce que c'était que croire au Mozambique. Et comment les vrais problèmes, c'était pas des questions agricoles, mais le fait que devant le dispensaire, le matin, l'infirmière se trouvait devant des sorciers qui jetaient leurs osselets, ou devant des paroissiens qui, en passant dans un lieu, se font insulter et même accuser de sorcellerie. Comment rester serein au milieu de tout ça. J'ai été beaucoup touché par l'approche humaine et humaniste de ces paroissiens, et surtout le fait que finalement, ce qui nous reliait, nous de cultures très différentes, c'était la lecture de la Bible. Et Maputo, qu'est-ce que tu as vécu à Maputo? Alors, l'histoire tourne parce que les églises et le temps et la situation politique changent. Entre autres, le Portugal qui avait comme principe que c'est nous qui savons comment on fait avec les territoires et les colonies, de donner l'indépendance, c'est une erreur. Ce motif-là n'arrivait pas à la réalité parce que au nord, la Frelimo commençait à faire sentir son action en faisant sauter des camions, en attaquant les troupes portugaises. À l'intérieur de l'Église aussi, on sentait une volonté de trouver sa liberté. La première chose qu'a fait la mission, c'est de dire, parlons liberté et mettons-nous d'accord sur une convention où vous reprenez tout, vous les Africains, et c'est bien mis, ça veut dire vous entrez dans les maisons qui sont occupées par les missionnaires, vous aurez leur voiture, et nous continuons à vous aider en tant que mission et en tant qu'institution reconnue par les Portugais. Le Mozambique rentrait dans un processus d'indépendance. Il entrait dans un processus d'indépendance, mais j'allais dire larvé. Parce que les troupes ayant comme mission de museler tout ce qui se passait avaient pris dans certains endroits des libertés et carrément tué les gens. Et les pères blancs qui étaient sur place n'ont pas supporté. Ils ont dit officiellement qu'ils n'étaient plus d'accord avec leur hiérarchie, qui soutenait les troupes portugaises et qu'ils partaient du Mozambique. C'est donc dans ce contexte-là que vient l'accord avec la mission suisse de prendre son indépendance par rapport à la mission et que ça se passe bien. Il y a eu beaucoup de discussions, les missionnaires ont été d'accord, ça s'est fait petit à petit. C'est donc la naissance de l'Église réformée du Mozambique. Oui, officielle. Oui. On est dans quelles années à peu près? Là, on est en 1972, et c'est aussi ce qui a mis le feu aux poudres, parce que la police politique a dit « c'est pas possible ça, il faut intervenir ». Et un jour, ils ont débarqué et ils ont arrêté 300 membres de l'église presbytérienne, justement, et entre autres, le président, qui était mon voisin, et 2 autres pasteurs. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce voisin? Ce voisin, c'est Zédekias Manganiel, et il avait passé son enfance dans une famille missionnaire, et là, il avait appris
comment se comportaient les Européens et comment une famille chrétienne pouvait l'accueillir sans racisme. Et ça lui est resté dans sa manière d'entrer en relation avec le département missionnaire. Et d'une manière générale, c'était notre voisin, on était amis. Donc lui est arrêté, moi je vais voir les familles en disant que nous allions les soutenir, et puis plus rien. Les semaines passent, et un jour le département missionnaire dit on ne va pas rester comme ça, on va téléphoner directement au chef de la police, là il ne va pas nous envoyer balader parce que c'est quand même trop important venant de l'étranger, et on va demander à pouvoir aller voir les prisonniers sur place à la prison de Machava. C'est ce qui a été fait. Même le policier, en fait le tortionnaire, était là, et Manganiel a dit, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer, vous avez pris l'Eucharistie avec nous, et là il y a quelque chose d'étrange, nous sommes liés. Ce passage d'une délégation venue de Suisse a beaucoup marqué les prisonniers qui se sont sentis appuyés. Et pour eux, il y avait avant et après ce passage-là. Ils ont continué à être toujours plus martyrisés et torturés. Ce qu'on leur demandait, c'était de dénoncer les agissements inventés des pasteurs et de leurs supérieurs, et pour pouvoir ensuite remonter la filière jusqu'à Manganiel et la mission suisse. Un jour, le co-détenu, qui était tout près, entend des coups, on tape sur Manganiel, et on lui dit « Donne-nous des noms ». Et lui, Manganiel répond « Vous pouvez me tuer, mais je ne vous donnerai pas de nom ». Ils ont tapé plus fort, et ensuite ils ont dit « Ouf, regarde, il est mort ». C'est quelque chose que nous avons su 3 ans après. C'était un Allemand qui était dans la cellule d'à côté et qui a entendu tout ça. La veuve a reçu un téléphone disant « Votre mari s'est suicidé ». Et là, quand le département missionnaire m'a téléphoné pour le dire, j'ai dit « Non, c'est pas vrai. Je connais Manganiel, il ne s'est pas suicidé. Il avait même peur de la mort. Dites-le, il ne s'est pas suicidé. » Et c'est ce que le département missionnaire a fait. Il a annoncé dans tous ses contacts, les églises, conseillers œcuméniques, tout le monde savait qu'il y avait une différence d'interprétation, les gens disant on ne sait jamais, il peut quand même se suicider, et les autres disant non, il ne s'est pas suicidé. Alors, dans quel contexte est arrivée l'indépendance et comment s'est déroulé votre départ du Mozambique? Alors, la situation générale se dégradait dans le sens que les Portugais et les troupes se voyaient attaqués de toutes parts et démoralisés, préparaient déjà la révolution des œillets et le coup d'État au Portugal. Sur place, nous, on ne savait pas grand-chose de tout ça. Les autorités portugaises décident de signer un accord pour que dans un an, l'indépendance soit proclamée, mais sans effusion de sang. C'est ce qui a été fait, et nous, sur place, on se demandait comment les choses allaient se passer. Avec mes collègues, j'ai dit, comme ils sont
assez ami des Chinois, le Frélimo, on va lire le livre rouge de Mao Tse-tung. Et en lisant ce livre, mes collègues africains qui ne connaissaient rien à l'histoire de la politique se disaient « Mais c'est ça qu'on est en train de vivre ». Dans ce livre, il est dit que dans un premier temps, on essaye d'attirer tous les intellectuels, tous les gens de gauche pour leur appui. Et une fois qu'on a le pouvoir, eh bien, toutes les promesses, c'était des promesses, et c'est nous qui prenons le pouvoir. C'est en ayant conscience de ça que nous avons reçu le discours de Samara Machel, disant désormais les églises, leurs institutions n'ont plus de droit à être ici au Mozambique, et par conséquent, il faut que vous en alliez. Et vous quittez le Mozambique en quelle année? Juin 1975. Au fait, qui était le Frélimo? Qui le dirigeait? Et quels étaient ses objectifs? Alors, pour répondre en termes de vécu, j'ai rencontré un chef du Frélimo, et avec lui, nous sommes allés en brousse pour distribuer la farine qui était le don de l'Allemagne pour marquer l'indépendance. Et là, j'ai appris que, en fait, c'était tous des jeunes gens basés tout au nord et qui avaient décidé de libérer, que puisque les tractations ne marchaient pas, de prendre des armes. Et depuis la Tanzanie, ils prenaient un fusil avec une ou deux balles. Ils faisaient 1500 à 1800 km à pied pour aller tirer cette balle sur un camp de soldats la nuit et disparaître. Si bien que les Portugais étaient complètement interloqués et voyaient qu'il n'y avait pas de solution. Et en chemin, ils passaient de population en population en les enseignant, en leur disant de se libérer et de créer un mouvement Frélimo. Donc Frélimo est un mouvement de jeunes qui ont pris la théorie communiste comme cadre de gouvernement, mais ensuite, ça n'a pas forcément été selon ce qu'ils avaient rêvé. Ce mouvement était dirigé par qui? Ce mouvement a été dirigé d'abord par Mondlane, qui était un ancien boursier de la mission suisse, et qui est allé aux États-Unis, après avoir eu des ennuis chez les Portugais, mais il a été assassiné, et c'est à ce moment-là que Samora Machel a pris la relève. D'accord. Puis ce fut au retour en Suisse, dans l'église vaudoise. Quels ont été les faits marquants, tes réussites, voire tes échecs, dans les différentes paroisses de 1976 à 1998? Alors commençons par Lausanne, avec la paroisse urbaine de Bellevaux. Comme je l'ai fait souvent, j'ai commencé par regarder ce qui se passait, la situation. Et repérer que quand je suis arrivé dans ma première paroisse à Bellevaux, en 1er janvier, puisqu'il y avait un culte à ce moment-là, personne ne savait que j'allais arriver dans cette paroisse, ni même la concierge. La deuxième chose que j'ai vue, c'est que les pasteurs qui étaient sur place venaient de sortir d'un conflit extrêmement aigu qui s'était terminé par la demande de l'autorité que 2 des pasteurs en conflit aillent se trouver une paroisse ailleurs. Un est parti et pas l'autre. Et c'était celui qui était mon collègue. Alors, à partir de ça, dans une paroisse avec beaucoup de cas sociaux, que faire? Comment arriver à donner un évangile vivant comme je venais de vivre au Mozambique? On m'a dit,
eh bien, tu as un groupe de catéchumènes que tu verras une fois par semaine. Je suis arrivé et ils étaient affalés sur leur pupitre et j'essaye de trouver un thème d'intérêt. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Quel métier, par exemple? Bof. Les filles commençaient. Bof. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Bof. Alors là, je me suis dit, je ne suis pas venu de si loin pour avoir des jeunes qui me disent bof. Mais comme je suis toujours à me dire, il y a peut-être encore autre chose dans la vie, j'ai été voir un responsable du local des jeunes du quartier et j'ai demandé, allez, venez voir et me dire comment il faut que je fasse mon caté. Il est venu, il a vu, et il a dit, il n'y a rien à faire. Mais ce que j'avais remarqué, c'est que pendant qu'il parlait, il y avait un brin d'intérêt chez ces jeunes. Il continuait à dire bof, mais il quand même regardait la personne qui parlait. Et je me suis dit, il a peut-être quelque chose que je peux apprendre, et je vais me former en relations humaines. Et dynamique de groupe en particulier. Auprès des jeunes. Auprès des jeunes. D'accord. Tu as été aussi à Thésée. Est-ce que c'était un fait marquant? Alors, la première chose, c'était de sortir de ce local et de ces bancs, de leur proposer quelque chose qui est vivant et, entre autres, aller à Thésée. Là, voyant, d'une part, qu'ils étaient libres, qu'il n'y avait pas forcément un enseignement à ingurgiter, mais un voyage à faire, et des gens qui étaient en silence et qui priaient, ça a marqué plusieurs. Et en fait, ça a été l'essentiel du caté. Ça a été aussi une dynamique qui a passé auprès des plus âgés, des groupes qui existaient. Et en fait, ce que j'ai fait dans cette paroisse, c'était mon ministère d'unité, de dire au cœur, vous tenez à chanter, c'est bien. À un autre groupe, c'est de dire, vous aimez être charismatique, c'est très bien. Un autre, vous aimez les choses tangibles comme les visites, c'est bien. On va faire une seule paroisse avec les envies de chacun et aller ensemble dans l'unité de l'Église. Est-ce ta mission aux Mozambique qui a permis l'accueil d'étrangers dans ta paroisse, notamment les Chiliens? Et comment ça a été vécu? Ça, c'était de nouveau la surprise, parce que si je dis l'essentiel de mon ministère, ça a été d'aller de surprise en surprise. La surprise, c'est que la paroisse catholique, étant plus liée à des Chiliens catholiques, avait reçu une famille, 6 personnes, pour rester là pendant le temps où leur demande de rester en Suisse serait acceptée, vu qu'elle avait déjà été refusée. On s'est mis ensemble, les Chiliens vivaient chez nous, et l'Église catholique leur donnait l'appui catholique qu'ils aimaient. Je me suis aussi ouvert aux travailleurs sociaux de la ville en disant, pourquoi est-ce que vous venez pas, vous avez des problèmes entre vous, pourquoi est-ce que vous venez pas chez nous, vous en parlez en Dieu neutre, et vous faites connaissance les uns avec les autres. Puis, ce fut Yverdon. Quelle différence avec Lausanne? Eh bien, la première chose, c'est que Yverdon, je l'ai choisi. C'est pas, on m'a mis dans une paroisse, mais j'ai choisi d'aller à Yverdon, parce que c'était tout près d'Yverdon, et je voulais avoir une cassure, et en même temps un lien par rapport à ce passé que j'avais vécu dans mon enfance. Je me trouve devant une grande ville, en étant avec des pasteurs qui eux aussi se bagarraient et étaient en conflit, et avec de nouveau la question, qu'est-ce que je fais là? J'ai eu la chance de me trouver dans un secteur où un des prédécesseurs avait mis de l'argent
pour construire une petite chapelle dans le quartier. Et avec un conseil de paroisse, on est allé voir de plus loin, on a pris cet argent et on a construit une chapelle sur place. Ce lieu a été de nouveau un lieu en dehors de la mécanique ecclésiastique et où on a pu faire ce qu'on voulait avec les catéchumènes, avec les jeunes mamans et leurs enfants d'1 an, avec ça faisait du bruit, hein, avec aussi les autres communautés ecclésiastiques qui existent à Yverdon, de tous ordres, l'armée du salut par exemple. Et ça a été un moment très riche de fraternité à cet endroit, alors qu'au centre, eux, ils étaient ailleurs, et ils étaient plutôt dans la critique de ce qui se faisait. En fait, ce qui m'intéresse, c'est la vie et créer des lieux de vie dans une paroisse, le plaisir de se rencontrer, même en étant différents. Et à chaque fois, ne pas entrer dans les lieux de conflit. Avec mes parents, je connais ça depuis mon enfance, je ne veux pas recommencer dans une église. En cette fin de ministère, en fait, j'ai vécu plusieurs deuils. Mes parents morts, la séparation avec ma première femme, Eliane, après 34 ans de vie commune. Les enfants sont élevés, mais nous n'arrivons pas à dépasser ce conflit que j'ai déjà vécu avec mes parents. Et je décide de divorcer. Nous allons devant le conseil de paroisse annoncer la chose. Ils n'en savaient rien. Et ça s'est passé simplement et clairement. Après, que faire de ce temps dans l'église vaudoise? Elle qui change et qui ne veut pas accepter qu'elle a un problème. Le problème des conflits, le problème de ne plus avoir d'influence sur les gens s'en vont, de ne plus laisser l'ouverture suffisante aux ministres pour qu'ils inventent leur propre manière d'être pasteur. Nous arrivons en 1998 et une nouvelle vie commence avec la retraite. Tu évoques un voyage en analyse transactionnelle et une belle rencontre avec Elisabeth, qui se concrétise avec un mariage en 2002. Peut-on dire que nous retrouvons à cette période le slogan de ta jeunesse, « Choisis la vie » et l'esprit qui souffle en toi, « Comment l'as-tu vécu » ? Pourquoi et comment deviens-tu formateur et thérapeute en analyse transactionnelle et en relations humaines? C'est vrai que je me suis laissé sentir le deuil et je me suis aussi laissé sentir l'énergie qui venait d'ouvrir une nouvelle phase. Et en particulier, la retraite, c'est quelque chose d'extraordinaire, on a du temps. Comment vais-je structurer mon temps? Et là, j'étais dans une formation en analyse transactionnelle déjà, après celle des relations humaines d'une manière plus générale, et j'ai voulu faire une formation complète qui se terminera par un examen à 71 ans de conseiller en analyse transactionnelle. C'est vrai que cette formation en analyse transactionnelle m'a aidé dans la suite de ma vie. D'abord, la première chose, de prendre la vie en positif. Et ça, c'est vraiment ce qui est le fond de l'analyse transactionnelle. Comment être OK, comme ils disent, gagnant, bien, en paix dans notre vie, alors que nous avons des problèmes, et ceci en passant par l'analyse
des relations, c'est l'analyse transactionnelle. Et plus je deviens conscient que des jeux comme Calimero sont sans fin et n'apportent que de la déprime, plus je vois aussi comment en sortir avec l'analyse transactionnelle et choisir une vie heureuse sans me plaindre, en choisissant ce que je veux au lieu de me mettre toujours en relation avec les autres, et qui sont bien sûr mauvais. C'est vite dit, mais en approfondissant, on s'aperçoit que cette colère que j'ai, ou cette peur, ou cette tristesse, a son histoire, et que là aussi, j'ai à en faire le tour et m'apaiser. C'est comme ça que je reçois Elisabeth avec un grand sourire en disant maintenant la vie commence avec toi. Et c'était en 2002? C'était en 2002. On a choisi ici à Évian une grande terrasse et je disais la décoration, c'est ce grand paysage, ce lac Léman. Ça vaut toutes les décorations d'église. Ensuite, nous avons demandé à un groupe d'amis que nous avions rencontrés de différentes dénominations. Une des personnes était bouddhiste pour nous accompagner dans le moment où on s'est promis l'un à l'autre. Ça a été un tournant, puisque Elisabeth ensuite a participé à la formation et que depuis ce moment-là, nous avons régulièrement reçu des groupes ici. Elisabeth en particulier a apporté la formation ou le vécu dans le jeûne, c'est-à-dire un moment où on écoute son corps en même temps qu'on réfléchit sur sa vie. Et cela a été possible avec l'achat de cette maison où nous sommes aujourd'hui. Alors c'est vrai que dans les décisions de renouveau, c'était de nouveau de se retrouver un lieu, et ce chalet que j'ai pu acheter grâce à ce que mon père m'a laissé, avec 3 étages, un lieu de rencontre, un lieu, un living et une mezzanine, nous permettait de vivre bien, tout en ayant régulièrement des groupes chez nous. Puis les années passant, Marcel Raymond, tu mets en lien écoute, analyse transactionnelle, écoute du corps avec la pratique du jeûne, puis une recherche d'unir ton parcours psychologique et ta spiritualité. Peux-tu nous en dire plus sur ce nouveau chemin de vie qui nous conduit à aujourd'hui, avec pour étape finale la création d'un groupe de méditation œcuménique au temple d'Évian? C'est vrai que j'aime bien aller au fond des choses. Donc, en ayant commencé par les groupes de jeunes, je voulais savoir plus. Ensuite, j'ai pris PRH, qui était une réflexion sur soi. C'est quoi PRH? Personnalité et relations humaines, qui a été faite au départ par un prêtre, de réflexion sur soi, comme lui était dans sa cellule. Et ça ne m'a pas suffi, il me manquait la relation à l'autre, la transaction. Si bien que ces formations, les unes après les autres, m'ont amené à poser la question, la dernière des questions. Tout ça c'est bien, mais quelle est la relation avec mon moi profond qui est ma relation à Dieu? J'ai cherché pendant des années, j'ai demandé à mes formateurs qui m'ont dit mais c'est à toi de savoir, et puis il y a bien Jung et les autres qui, et que
Mais moi, j'avais pas ma réponse. Parce que, en fait, la réponse était dans la tête et pas dans le corps. Et un jour, je suis tombé sur un texte de Paul qui raconte sa conversion. Et où il dit que ce qui l'a marqué le plus fort dans sa vie, c'est cette rencontre inopinée avec Jésus sur son chemin de Damas. Et que depuis lors, il a vraiment jeté toutes ses formations comme rabbin ou comme philosophe grec, en disant tout ça, ça ne sert à rien. Moi, tout ce que je sais, c'est cette présence du Christ en moi. Et cette phrase « en moi », l'Esprit de Dieu habite en nous, ça m'a fait tilt et j'ai dit « voilà ce que je cherchais ». Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai été intéressé par la méditation, où justement on prend du temps pour s'arrêter, arrêter toutes les pensées, la volonté de résoudre nos problèmes par nous-mêmes, y compris la psychologie, pour écouter le fond de notre être, où j'entends, moi, une intuition, un esprit qui me parle et me fait prendre des chemins originaux, inattendus, mais très bénéfiques.